Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guyane, actualité. Bienvenue, désolé du retard vraiment, mais c'était important de toutes les façons. D'ailleurs, Olivier Taoumi va nous dire pourquoi il est en retard aujourd'hui. Rudy Stephenson est avec nous, Samuel Marie-Angélique également. On va parler bien sûr de la dissolution à l'Assemblée nationale, dixit le président Emmanuel Macron, revenir sur les résultats, analyse et d'éventuelles candidatures. Déjà, il y a des noms qui circulent. Un papier complet signé Victor Zamit d'ici quelques instants. Bonjour, bienvenue dans le Grand Forum. Bonjour Rudy, plaisir de te revoir. Bonjour Gilles, bonjour ça va Maître Taoumi, bonjour Rudy. Ça va Sam, ça va? Oui, moi ça va. Et Bon. toi? Oui, Ouais, oui, ça va. bien, très bien. Ok, bonjour Samuel. Bonjour Rudy, bonjour aux auditeurs, aux internautes. Ouais. Bonjour à Maître Taoumi. Et bonjour Olivier Taoumi, bonjour, bienvenue. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Alors, on peut le dire d'entrée de jeu, pourquoi ce retard aujourd'hui, ce matin? Ce retard ce matin parce que je rédigeais un recours au Conseil constitutionnel dirigé contre le décret du 9 juin 2024, mais uniquement en ce qui concerne l'outre-mer. Parce que pour l'outre-mer, le délai de 20 jours prévu par la Constitution ne sera pas respecté. Donc c'est une rupture fondamentale de l'égalité des candidats devant le suffrage. Et donc j'ai saisi le Conseil constitutionnel ce matin parce que ce contentieux-là, ce qu'on appelle le contentieux préliminaire aux élections législatives, relève du Conseil constitutionnel et non pas du Conseil d'État. Donc ça veut dire, à vos yeux, Maître Olivier Taoumi, que vraisemblablement, d'après ce que vous dites, il n'y aurait pas forcément d'élection tout de suite. Si vous voulez qu'on aborde le sujet tout de suite, je vais vous... On va l'aborder tout à l'heure. Voilà. On va l'aborder tout à l'heure. Ça fait partie du débat du Grand Forum, mais c'était important pour que les auditeurs d'entrée de jeu puissent avoir cette information-là. Messieurs, analysons d'abord les résultats. Il y en a qui continuent encore à parler de vote de sanction. Jusqu'où on va dire que c'est un vote de sanction, on peut continuer à le dire des années après année, hein, Samuel? Ouais, effectivement, ça ressemble à un vote de sanction. Moi, je n'ai pas du tout la même vision du vote de sanction. Parce que quand on regarde, je regarde d'abord en France métropolitaine. Hein, oui. Le bleu clair est devenu un bleu foncé, ce qui représente le RN. J'ai l'impression que depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était fait volontairement pour que ça aille dans ce sens. Pourquoi? Parce que ce monsieur, pour bien le comprendre, le président de la République, il faut marcher tête en bas. Lui, il ne marche pas comme les autres. Et la preuve en est, regardez le délai qu'il se donne pour mettre en place cette élection, de la même façon qu'il a déjà démontré qu'il ne respecte pas ni ceux qui étaient déterminés par la loi, par des obligations, par tout ceci. C'est-à-dire il fait à sa tête comme il veut. Alors, le RN est-il de circuit important de sanctions? Parce qu'il faut quand même rappeler que la France a voté pareil, ou la France de l'Hexagone a voté pareil, mais également tous les Outre-mer ont voté sans exception le RN. Moi, je pense que c'est un ras-le-bol. Je vais prendre juste un exemple et qu'il ne m'en veuille pas parce que je prends cet exemple. Vous savez, lorsque le président Serville était à la mairie de Matoury et que tout le monde souhaitait le faire partir de la mairie de Matoury, ils ont tous voté en masse pour qu'il aille donc aux législatives. Effectivement, il est sorti. Moi, j'ai l'impression que là, comme il y a eu tellement d'informations sur cette élection, que si le RN gagnait, il y aurait eu certainement dissolution de l'Assemblée nationale ou alors la démission de Macron. Donc, je pense que les gens, ils ont eu marre de la politique du président de la République, de par sa posture. Certains ont mis toute une campagne ciblée sur ça. Je suis même en train de me dire, est-ce que parmi sa majorité, certains n'ont pas fait campagne pour le RN, comme il avait l'habitude de faire, de scinder le groupe en deux pour amener un petit peu plus de voix. Maintenant, les résultats parlent parce que, effectivement, est-ce que le résultat d'aujourd'hui sera également retranché aux législatives? Je ne crois pas. On a les événements de 2021, si je ne me trompe pas, je reviens dans mes 2019. 2019.
pareil, le RN avait une très bonne lancée, 22 sièges. Et pour autant, ça leur a permis aux dernières élections législatives d'avoir 80 sièges, c'est ça, à l'Assemblée nationale, 81 ou 84, je ne m'en souviens plus, à l'Assemblée nationale. 79 ou 79, 80. Ce qui fait que tout le monde pensait qu'ils auraient eu raz-marée, mais en réalité, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il faut se poser la vraie raison de la dissolution, on en reviendra tout à l'heure. Oui. Mais les résultats sur les territoires d'outre-mer, moi, ça explique très clairement, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais il faut dire que nous avons voté moins que la France métropolitaine, qui a eu un pic de 4 à 5%, si je ne me trompe pas, pratiquement en 2019. Oui, qui pourrait expliquer beaucoup de choses, qui pourrait exprimer beaucoup de choses, mais moi, je peux amener peut-être l'explication des 4 à 5%. Il ne faut pas oublier que les inscrits d'office, c'est la première fois qu'ils allaient voter, donc les jeunes. C'est une opportunité pour eux de déposer un premier bulletin et certains ont accompli leur devoir civique à partir le fait qu'ils étaient dans une première posture d'être un électeur reconnu parce qu'ils ont été inscrits d'office. Et je pense que ça a joué beaucoup au niveau en France métropolitaine. Et il faut aussi savoir que la classe de la jeunesse s'intéresse d'autant plus à la politique maintenant. Et là, par contre, dans quelle tendance? Front National, pourquoi? Politique de ras-le-bol, politique d'immigration, ou alors, hein, comme dit souvent, les exécutifs jouent bien leur jeu. Avoir le RN face à soi, c'est également laisser le RN accomplir ce qu'on ne peut pas faire et que nous, on reste dans la fourmilière en profondeur. Voilà l'analyse de Samuel Marie-Angélique. Qui veut prendre la parole pour cette première analyse-là? Rudy, Olivier Taoumi? Non. Allez, Olivier Taoumi, sur les résultats, déjà. Sur les résultats des européennes, moi j'ai une explication beaucoup plus simple. Comment un parti de gouvernement qui a une tête de liste choisit de ne pas la confronter au débat public face à l'autre tête de liste? On en voit le Premier ministre. Donc plus invisible que ça, tu meurs. Donc déjà c'est une erreur politique majeure. Quand on désigne une tête de liste, c'est pas pour la laisser en cuisine pendant que quelqu'un d'autre va faire le boulot à sa place. Soit M. Attal menait la liste des européennes et il allait au débat, soit c'était Madame Ayer qui menait la liste et elle allait au débat. Déjà ça a discrédité complètement cette liste. On ne peut pas donner les clés de l'Europe à quelqu'un qui n'est même pas capable d'aller en débat. Donc c'est une explication qui est une vraie sanction. Ensuite, c'est très clair. On est sur un vote à un tour. Le vote à un tour a toujours bénéficié aux partis contestataires, toujours. Et puis l'Europe n'a jamais véritablement imposé sa doctrine en France. On a encore une France très divisée entre des pro-européistes et des non-européistes. C'est quand même le traité de Maastricht a été rejeté quand même en France, et il faut pas l'oublier. Donc voilà, on a encore une France extrêmement divisée par rapport à l'Europe, et cette Europe qui s'éloigne de plus en plus de la France, la France s'éloigne de plus en plus de l'Europe, et on voit en Europe des gens qui veulent en découdre avec l'Europe. Rudy Stephenson, première analyse également par rapport à cette première situation, notamment les résultats. Il y a une progression du Rassemblement national, progression annoncée par beaucoup, comme étant une suite logique. Le Rassemblement national, mais pas que lui, a fait une campagne sur des thématiques qui lui sont chères, immigration, pouvoir d'achat aussi. Donc ce sont des thématiques qui sont parmi, en tout cas pour le pouvoir d'achat, les préoccupations des Français. Et chez nous, je vois Français et territoire d'outre-mer. Territoire d'outre-mer, évidemment. Évidemment, pas trop la sécurité, mais gageons que ça, les 3 thèmes fétiches prioritaires du Rassemblement national, mais pas que, reviendront. Premier élément. Ensuite, la majorité, qu'elle le veuille ou non, porte un bilan national, mais aussi transnational, donc européen, forcément. La France, et notamment par le comportement de M. Macron, a voulu être omniprésente au sein de l'Europe, s'imposer comme, évidemment, un leader historique de l'Europe. Donc ça a créé un effet de bilan. Et oui, vous avez le retour de manivelle quand ça se passe mal, et c'est le cas, ça se passe mal. On est au sortir d'une crise forte qui a duré quand même plus d'1 mois au niveau de l'agriculture française, je signale. Oui. On oublie, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie, mais les électeurs qui sont surtout concernés ne l'oublient certainement pas. On est au sortir ensuite de textes et de sujets où l'Europe a été systématiquement pointée du doigt.
sur notamment le budget national, l'impact de l'Europe sur le budget national et la dette française. Et puis, très concrètement, sincèrement, il faut rappeler aussi les chiffres, et ce sont les chiffres d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on parle bien d'une défaite, pour le coup, d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui veut tout incarner. La preuve, demain encore, c'est lui qui va tout incarner, ça on a bien compris. Emmanuel Macron, depuis 7 ans, c'est plus 1000 milliards sur la dette française, qui s'élève aujourd'hui, au moment où on parle, à 3100 milliards d'euros. 115, c'est passé à 115, et tu as raison, gageons que ça va augmenter encore, puisque l'inflation augmente. Mais voilà, c'est plus 1000 milliards d'euros. Je ne sais pas si ça les vous gens, parle. oui, si ça parle, oui. En 7 ans, d'accord. Donc ça, c'est la gouvernance, c'est le projet politique Macron. Et là, quand on parle d'argent, on parle du quotidien des gens, des quotidiens des personnes, que ça soit en Guyane, que ça soit en métropole. En Guyane, ben oui, qu'est-ce qu'on voit pour faire une route du fleuve? Quand vous avez une dette publique de 3100 milliards d'euros et beaucoup plus grave, parce que là c'est le record en Europe, 8000 milliards d'euros pour ce qu'on appelle la dette hors bilan. C'est-à-dire sur tout ce qui est engagé, tout ce qu'il faut engager. C'est ça qu'on appelle le hors bilan. C'est-à-dire ce qui permet de faire fonctionner la société, l'État. C'est ça, 8000 milliards. D'accord? Bon, quand vous avez des chiffres comme ça, et que un département comme le nôtre vient réclamer plus de sécurité, plus d'aménagement, notamment une route du fleuve, qui pourrait être estimée à je ne sais combien de millions d'euros, et que en face on vous dit, ben non, un sentier c'est largement en latérite. Un sentier, allez, une piste en latérite, c'est largement suffisant. Vous croyez quoi qu'à un moment donné, quand vous appelez les gens à voter, ils se souviendront de tout ça, et ils s'en souviennent. Donc en fait voilà, il y a ce rapport au quotidien, il y a ce que le RN sait très bien faire aussi, mais pas que le RN, parce que je rappelle quand même que le RN est gagnant sur le nom de Bardella dans les chiffres, mais quand on veut faire un peu de l'arithmétique fusion qui n'a pas de sens, on additionnait tous les scores de tous ces partis de gauche. Ils écrasent cette élection quand vous regardez largement. Alors, Rudy, ce serait la gauche qui passerait si tant est. Alors, je vous redonne la parole. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que une fois, 2 fois, 3 fois, sanction, je veux bien, mais à un moment donné, ça peut finir par être un vote d'adhésion quand on parle du RN aujourd'hui. On en parle tout à l'heure. Les auditeurs. Pour moi, ça a été dit, mais moi, c'est pas du tout. Je m'inscris pas dans l'idée du vote sanction, par contre. Ok, d'accord. Auditeurs, et ensuite, on revient sur cette question. Sur cette élection. Et oui, c'est les européennes. On est d'accord là-dessus. 36 06. Chers auditeurs, c'est à vous. Mettez le casque et ensuite on revient sur la question. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est à moi. Oui, c'est à vous. Oui. Oui, alors bonjour sur le plateau. Bonjour monsieur. Donc moi je suis un petit peu d'accord avec Rudy Stevenson. Pour moi c'est pas une sanction parce que on est beaucoup de citoyens comme ça, on suit la politique. Et moi pour moi c'est pas une sanction. Pour moi je dis que ça fait comme un d'années, de décennies, c'est toujours gauche-droite. Pourquoi on n'essaie pas le RN vrai? On essaie essayer, si c'est pas bon, on change. À chaque fois, on les diabolise parce que pour moi, ce que Macron a fait là, pour moi, c'est un coup de poker. C'est-à-dire qu'il a dissous l'Assemblée et il dit maintenant aux personnes qui votent, je vous mets devant votre responsabilité, qu'est-ce que vous choisissez, le RN ou le reste? Parce que quand je vois le front de gauche, ils se détestent et maintenant ils s'allient tous ensemble pour passer. Ça veut dire qu'on va retourner soit avec la gauche, soit avec la droite, d'accord? Mais ça ne va jamais finir, ce truc-là. Et moi, j'ai une question après pour M. Rudy Stevenson, comme il est avec M. Riemann, pour savoir eux dans quel groupe ils sont, puisque tous les groupes se forment maintenant. On veut savoir les deux députés guyanais, dans quel groupe ils seront maintenant. Parce que tout le monde est prêt à s'associer et pour prendre, comme dit un ministre qui disait, tout le monde est prêt à s'associer pour avoir les postes. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que la Guyane avance et le pays avance. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole?
Et ensuite, une question, rebondir quand même sur les propos de notre auditeur, vous trois. Ce qu'a dit l'auditeur, essayer en politique, on en a tellement essayé qu'effectivement, il est en train de se dire pourquoi pas essayer le RN. Mais dans la situation où on est, on ne peut pas se permettre non plus à jouer. C'est comme si on joue comme Macron. On essaie, et puis on va voir ce que ça va donner. Un parti politique a des idéologies. Il faut tenir compte de ces idéologies. Dans quel contexte qu'ils iront. Vous savez, en politique, on dit tout ce qu'on a envie de dire parce qu'on a envie de gagner. Maintenant, si je vais retrouver les éléments, je me suis permis de rechercher pendant les mandats, pendant les 2 ans où le RN est à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils ont voté, qu'est-ce qu'ils ont voté contre. Et c'est ahurissant de voir qu'est-ce qu'ils ont voté, en quelle position ils se sont mis. Ça, par contre, il faut tenir compte de ça pour savoir dans quel catalogue qu'on va les mettre en réalité. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir un discours clair. Oui, l'outre-mer, je rappelle que... sur l'immigration, sur la sécurité, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est Marine Le Pen qui l'a demandé à Macron. Attention, et ça je le dis haut et fort, dans une déclaration, dans une seconde déclaration, elle insiste à avoir cet état d'urgence. Et moi je dis à partir de ce niveau, quelqu'un qui se disait auparavant, les territoires d'outre-mer, s'il faut, nous allons aller dans le sens de ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, mais attends, le souhait de la Nouvelle-Calédonie était clair. Alors, bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie, le fameux projet de loi sur le dégel, est également dans les tiroirs à cause de la dissolution de l'Assemblée. Et c'est ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on parle de Rudy et Monhoff. Cette élection a beaucoup de poids. Mais pour bien comprendre le pourquoi de cette dissolution, il faut vraiment aller au-delà. Tu vois, jeudi dernier, je te disais pourquoi il empêchait à la Nouvelle-Calédonie d'aller dans le sens de leurs orientations. Parce qu'il y a un aspect économique et financier. Faut pas se leurrer. Macron, c'est un ancien banquier. Donc le gars travaille avec la finance, il travaille avec le gouvernail financier. Et si on regarde aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la France, comme Rudy l'a dit, un budget catastrophique, un PIB qui est à 5% depuis la 5e République, c'est la première fois qu'on voit ça. Maintenant, quand on regarde vraiment le fonctionnement de ce monsieur, je le dis très clairement, le 49.3 est utilisé comme jamais. Comme jamais. Alors, qu'est-ce qu'il a, José Claire? Macron, aujourd'hui, il se dit, couteau double. Couteau double. J'ai l'impression qu'il a pris de l'avance avant ce qui doit lui arrivera. Et moi, je pense que quand Bardella a annoncé publiquement qu'il demande la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a une raison, Gilles. Moi, je me pose des questions, est-ce qu'il n'y a pas eu un trust caché entre les RN et la présidence de la République? Parce que c'est pas normal qu'une situation de ce qu'on appelle de cette élection européenne puisse provoquer une dissolution. Ça ne touche pas justement... C'était ma deuxième question. Alors, point clé, et ça je fais la parenthèse, quand on regarde le débat de Bardella avec l'ensemble des candidats, il s'est fait, c'est-à-dire, oh là là, comment je vais utiliser le vrai mot, ratatiner. Ça prouvait qu'il ne maîtrisait pas du tout la Commission européenne, en tant que député européen. Surtout quand il brandit un document pour dire qu'un candidat du PS avait voté pour le président, alors qu'on sait très bien que ce vote est à bulletin secret. Donc un PV ne veut pas déterminer qui vote, qui ne vote pas. Voilà. À suivre, les auditeurs sont là, mais je fais un tour de table sur cette deuxième question, et ensuite les auditeurs, soyez patients. Olivier Taoumi, par rapport déjà aux propos de notre auditeur, si vous voulez rebondir là-dessus ou rajouter des choses par rapport à Samuel. Moi je pense que ce n'est ni un vote sanction, ni un vote adhésion, je pense que c'est un vote des intérêts. Un vote des intérêts, on a 956% de personnes qui participent au vote. Sur 109 000 inscrits, on a à peu près 10 000 personnes qui votent. Donc c'est un désintérêt total. En plus, ce jour-là, il y avait la flamme olympique. Tout le monde était dans les circuits de la flamme olympique. Voilà. Donc voilà, on a un désintérêt. Et pourtant, malgré tout, la Guyane reste un territoire de l'Union européenne. La Guyane bénéficie de fonds européens. La Guyane relève du droit européen et il est donc extrêmement important qu'on sache ce qui se passe en Europe. Et il est extrêmement important qu'on ait des vrais représentants en Europe. Là, maintenant, on va voir quelles sont les majorités qui vont sortir suite à cette élection. Mais moi, je regrette ce vote des intérêts parce que effectivement, on considère que l'Europe, finalement, pour nous, c'est uniquement un cadre dans lequel on vit, mais qui nous concerne pas personnellement. Il nous concerne tous les jours. Rudy et les auditeurs.
Vote sanction, vote d'adhésion, ça dépend ce qu'on sanctionne et ce à quoi on adhère. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une abstention record. Oui, bien sûr. Ça c'est assez courant sur les élections européennes d'une part, mais il faut prendre en compte les 10% de personnes, un peu plus, qui ont voté, quoi qu'il arrive. Et la question s'adresse plus à analyser ces personnes, le vote de ces personnes, parce qu'elles ont voté. Oui. Et qu'est-ce qui les aurait le plus motivés? On a entendu des témoignages sur les médias de personnes qui ont été effectivement attirées ou séduits par ce discours sur l'immigration, le fameux immigrant qui débarque et qui récupère toutes les richesses disponibles, toutes les aides disponibles pour le français ou le guyanais français, comme vous voulez. Bon, ça, on a cette image maintenant, elle est formée, elle est mise en promotion systématiquement. Sauf que ce qu'il faut maintenant faire, c'est expliquer que c'est de la fumisterie, que ça ne correspond à rien du tout. Pas plus tard que la semaine dernière, je peux citer. Là, tu parles de la dissolution, là. Et je parle toujours du vote européen et de ce qui aurait pu motiver. C'était un peu ça la question, vote sanction, vote d'adhésion. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que les 10% qui ont voté, en tout cas, parmi ceux-là qui ont voté en faveur du Rassemblement national, par exemple, ce sont des personnes qui adhèrent? Bon, a priori, pourquoi pas? Mais on adhère à quoi? C'est ça la question. En Guyane, on adhère à quoi dans ce que dit le RN, par exemple? Mais ça va être valable dans ce que dit Emmanuel Macron aussi, attention. On adhère à quoi? Un jeune, vous savez, il y a plein de témoignages comme ça. Vous savez, il y a un jeune qui est arrivé il y a 5 ans, un jeune haïtien, est arrivé il y a 5 ans en Guyane, à l'âge de 5 ans, et qui a réussi sa scolarité, figurez-vous. Et c'est une majorité d'entre eux. Oui, bien sûr. Contrairement à ce qu'on peut penser. Absolument. C'est vraiment une majorité d'entre eux. Il fait son élémentaire, il apprend à parler le français, il parle très bien le français d'ailleurs. Il réussit son bac et il s'inscrit en institut et il commence ses études et arrive l'âge de 18 ans, où là il est susceptible d'être reconduit ou pas. Il fait évidemment son dossier, ses demandes. On lui fournit systématiquement un récépissé qui l'empêche de travailler à ce jeune. Il trouve du travail. Là, je parle de jeunes c'est de ce genre de jeunes dont je parle. Jeunes je parle ambitieux. pas de la minorité qu'on aime bien pointer du doigt. Il trouve du travail, ce jeune. À l'image de plein d'autres jeunes guyanais, pareil, natifs, si vous préférez. Il trouve du travail. Qu'est-ce qu'on lui propose à nouveau? De renouveler un récépissé qui lui interdit de travailler. Donc, quand vous êtes dans un système qui lui institue ce genre de situation, c'est pas tant l'idéologie ou quoi que ce soit qu'il faut analyser et comprendre. Il faut comprendre qu'on est déjà dans une organisation, d'accord, très officielle, qui favorise que les gens soient sensibles à telle ou telle idéologie, comme disait Samuel, sensibles à tel ou tel discours, et considèrent que ce discours-là, du coup, devient vrai. Sauf que non, c'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut que les uns et les autres, comme le monsieur qui disait, mais allons essayer. Je peux comprendre le principe d'essayer, mais je veux savoir ce que j'essaye. L'histoire qui est la nôtre est quand même particulière en Guyane, mais bon, ce serait long d'aller sur ce terrain-là, mais il faut savoir ce qu'on veut essayer. Il faut savoir ce qu'on veut essayer. Est-ce nous qu'à acheter chat en sac ou pas? C'est pareil, On est et je te rejoins, Samuel. Est-ce que l'herbe sera plus verte demain? Qui peut me le dire? Comment on peut? Et je termine avec du concret. Je parlais de la dette française. Et ensuite les auditeurs. Les 3100 euros là de dette. Milliard. Un milliard. Oui, bien sûr. En plus, merci d'en dire. Bon, les 3100 milliards. Bon, quelle que soit l'idéologie politique. Nous, c'est ça qui nous impacte dans notre quotidien. C'est pas l'idéologie quand vous regardez. Qui va venir me dire comment on résout ce problème? Est-ce que mes impôts vont augmenter? Est-ce qu'on va le faire de manière très officielle, catégorique, on appelle ça un plan d'austérité, par exemple? Est-ce qu'on va sucrer des avantages, continuer à durcir sur ceux qui payent, la masse qui paye l'impôt, la fiscalité, entre autres, et ainsi de suite, les entreprises? Bref, qu'est-ce que
l'État français va décider de faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans un débat politique. On a des sujets concrets qui impactent le quotidien des gens. Donc, quand on part sur l'immigration, ah ouais, il y a qu'à venir, il y a qu'à prendre toutes nous bêtes qui marchent ça. Et puis, moi, envie de dire certains mots, d'ailleurs, mon dit, qui ça qui te dit nous, pour nous dire, nous veut dire qui, mon arrivé, il prend déjà à la base. C'était qu'une question. Et le monsieur a posé la question, je réponds tout à l'heure. Ok. Auditeur. Ensuite, dissolution, et ensuite on revient sur le sujet pour ceux qui ont pris l'émission en cours. Olivier Taoumi a dit quelque chose de très important en tout début d'émission, on va y revenir. On équilibre tout ça, je regarde l'heure, ne vous inquiétez pas. 36 36 06, remettez le casque, Olivier Taoumi. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Gaguette. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Gaguette. Bonjour le plateau, vous êtes trop nombreux. Moi, je vous dis, j'ai déjà reçu 3 coups de fil ce matin, on m'a envoyé des calendriers, bref. Hier, à la mairie de Cayenne, quelqu'un disait, un camarade disait, que les députés, il n'y a pas de problème, ils vont repasser. Il me dit, ah bon? Moi, je leur dis, rien n'est acquis dans la vie. Pas du tout. Moi, je vois pas la chose comme ça. Bien maté voter pour pièce. Comme disait un auditeur, hier je disais à la mairie aussi, Macron a fait un coup de poker. Il a voulu faire comme Chirac. Mais Chirac t'es pas en fait par contre. Mais je ne pas oublier, on a traité Macron de malade tout le temps, mais c'est un grand malin, Macron. Oui, il fait un coup de poker. Moi, je n'ai pas confiance à la gauche. Oui, Le Pen est passé. Mais comme disait, je crois, Samuel, la gauche est majoritaire quand même, tous ensemble. C'est eux maintenant, on verra. N'oubliez pas la dernière fois. Moi, je ne suis pas surpris. Rien qu'avec la guerre de Macron, sa guerre qu'il voulait faire là, on lui a donné une leçon. La flamme a touché la bête. Comme il est la bête, la flamme l'a touché là. Maintenant, on va voir. Mais je dis pour Cayenne, attention, messieurs. Rien n'est acquis dans la vie. Très bien. Remontez les calendriers des dernières députations, vous allez voir. Rien n'est acquis. On va en parler juste tout à l'heure concernant certaines candidatures de ceux qui ont déjà dit qu'ils y vont, d'autres qui disent qu'ils y pensent et ceux qui n'y vont pas. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Oui, en fait, je reviens sur ce qu'a dit M. Stevenson sur peut-être les sujets qui n'ont pas été abordés pendant la campagne européenne et peut-être venir sur la fiscalité, justement, où il y a un article qui est paru vous disant que la grande oubliée de ces débats, c'était la fiscalité et peut-être les évasions fiscales, l'optimisation fiscale permis par l'Europe et qui finalement a appauvri depuis longtemps, c'est pas d'hier, mais a permis, fuite de capitaux, déficit commercial de la France. Voilà, et du coup, peut-être un point aussi sur le Luxembourg, où finalement, il y avait Manon Aubry qui l'a dit en direct au Parlement européen, où finalement, il y a un immeuble au Luxembourg où il y a 1800 adresses fiscales, où finalement, ça va du footballeur à certaines grosses sociétés et autres, qui finalement ont un pied à terre là. Pourquoi ? Parce que finalement, la fiscalité est moindre et que les législations permettent ça. Donc finalement, vous voyez, l'Europe, les législations européennes ont mis la France dans cet état-là. Vous parliez finalement de système. Et donc, comment finalement sortir de ce système-là, puisque finalement c'est le but. Grosso modo, c'est de rétablir un petit peu un équilibre au niveau économique. Donc voilà. Et alors, juste un petit aparté, il y a 70 lobbyistes par parlementaire européen. Voilà. Grosso modo, c'est une caricature, mais qui n'est pas loin d'être la vérité. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Allez, 2 auditeurs. Et ensuite, on est obligé de donner la parole à nos invités. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour, Bébert. Oui, ça va tout le monde sur le plateau. Allons-y. Bonjour. Ok. Alors, tu m'entends là ? Oui, tout va bien. On t'écoute, vas-y. Oui. Oui. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec déjà, on dit Stevenson, pas d'accord avec lui.
concernant son analyse, je pense qu'il est en campagne pour son candidat. Le problème, c'est que le peuple a parlé, et c'est ça que nous ne voulons pas comprendre. Le peuple a décidé aujourd'hui de demander une majorité. Voilà. Point barre. Donc, quand on me dit aujourd'hui, j'entends vous dire ça tout à l'heure, il m'a dit, mais je ne sais pas est-ce qu'on va faire. Mais je rappelle une chose, c'est que tout le monde dit tout bas qu'il y a un problème d'immigration en Guyane, mais ils ne le disent pas tout fort parce que c'est une politique conclusive. Et quand on écoute le message du RN aujourd'hui, le RN il ne dit pas qu'il est contre l'immigration. Il dit que nous voulons une immigration contrôlée aujourd'hui. D'accord? Et aujourd'hui, nous avons un problème d'insécurité dans ce pays qui est la Guyane française. Et je rappelle, en France métropolitaine, toutes les attaques au couteau qui ont été menées, ce ne sont pas des Français qui ont tué les gens. D'accord? Donc, à un moment donné, je pense que si le RN est passé au niveau des élections européennes, c'est dû par rapport à deux choses. C'est dû à l'immigration. On m'entend? Oui, fini. Oui, c'est dû à l'immigration et aussi à l'insécurité aujourd'hui. Et quand le RN dit il faut être patriote, je suis d'accord avec le RN qui dit il faut être patriote. C'est-à-dire les Français d'abord. Et le problème aujourd'hui, dans ce département, je prends le département de la Guyane, ce n'est pas les Français d'abord, ce n'est pas les Guyanais d'abord. Donc à un moment donné, il faut qu'on ait un discours clair et analyser clairement. Mais ce qu'on dit là tout à l'heure, là, je rappelle que le LR qui a signé un accord avec Marine Le Pen, avec Bardella. Qu'est-ce qui va se passer là? Moi, je suis sûr et certain que le président de la République va démissionner parce qu'il a foutu le pays dans une crise politique grave. Il a foutu tout le monde dans un sacré caca là actuellement. Donc pour moi aujourd'hui, il va démissionner. Moi je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais il va démissionner. Merci beaucoup. Merci Bébert. Allez, on arrête les appels ici. N'appelez plus, il est 12h31. On passe à notre deuxième sujet sur l'analyse de la dissolution. Il y avait un sujet. Oui, et on peut revenir. Alors, il y a simplement dire, parce que ça fera partie aussi de notre dernière discussion, pour garder l'unité guyanaise, personne ne doit se présenter devant nos députés. Les amis meilleurs députés, bon, je préfère rester tranquille sur ça. Bonne question. Mais c'est intéressant parce qu'on va en parler à la fin sur les différentes candidatures. Oui, Rudy. Juste 2 points, comme on sortirait des européennes, c'est ça? Oui. Il y a un sujet qui va être traité, qui va arriver à la rentrée au Parlement européen. Ça concerne les épargnes des Européens. Explique. Notre épargne, si tu préfères. Donc l'épargne de tous les Français. En Guyane aussi. D'accord? L'épargne, en gros, c'est plus de 6 000 milliards d'euros. La France, c'est le leader. C'est le pays qui épargne le plus en Europe, sur le territoire européen. Il y a ce projet qui est initié par Emmanuel Macron, qui est dans les tuyaux toujours, sur lesquels même, voilà, un sujet important qui n'a pas du tout été évoqué en campagne. Et pour des partis qui n'arrêtent pas de dire la seule chose qui compte, c'est la vie quotidienne des Français, qu'est ceci, qu'est cela, qu'est machin. Voilà un sujet. C'est septembre-octobre. Donc après les Jeux, quoi, si vous voulez. L'idée, c'est quoi? C'est que il y a un mécanisme, il y en a 3 qui sont en étude, pour pouvoir venir ponctionner notre épargne. Parce que l'Europe, évidemment, la Banque centrale met la pression aux États européens, et je vous ai déjà parlé du déficit français. Et la France a pris le lead dans ce dossier. D'accord? Donc voilà des sujets qui auraient effectivement été des sujets importants, qui correspondent à certains discours politiques qu'on entend, ou qu'on va recommencer à entendre là bientôt. Et puis pour finir, moi, à un moment donné, Bébert, on est super potes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'animosité. Mais Moretti, Bébert, une bête simple. Lui-même, il a même du mal. Il est français, guyanais, français et tout. Bon, l'avantage, je pense, avec le Rassemblement national, parce que c'est sorti de la bouche de Marine Le Pen, c'est pas Rudy Stephenson qui le dit, elle est pour l'assimilation. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est très simple, l'assimilation. Il pas gain français, et puis tu auras senti ton guyanais. Ça ne peut pas qu'à exister. Tout le monde français. OK? Donc, non, il faut nous clair. Donc, et le discours politique du RN a l'avantage d'être clair. Donc, le Bébert
prochain coup d'eau vient parler, dit Rassemblement National, ou si nous prenons débat, je préfère dire en public, il faut nous clair. Si nous n'aura pas les Rassemblement National, nous n'aura pas les, dit qui français nous n'aura pas les. Premièrement, et dernière annonce aussi du Rassemblement National, parce que à pas mot qui dit, il faut aussi, parce qu'on a tendance à oublier ce qui est dit. Le terme français de papier, ça parle à tout le monde. Tu as entendu, Samuel? Monsieur Taoui a dû l'entendre. Ok? C'est un concept. Ce concept-là vient pas de chez nous, hein, français de papier. Il y a, dans cette idéologie, cette façon de voir la France, d'accord, dans le monde, cette idée qu'il y a les Français de souche, nous prenons, hein, Béberto prenons, et puis il y a les Français de papier. Ok? C'est de ça dont on parle. Donc à un moment donné, quand on me dit on va essayer, c'est pour ça que je disais de vue de notre fenêtre. Moi, chacun fait ses choix. J'ai aucun problème avec ça. Oui, mais moi, en tout cas, je fais les miens en fonction de ce genre d'éléments. Désolé. C'est pas juste sur un sentiment que qu'on si étranger envahit mot. Parce que étranger, je l'ai déjà dit, je le redis, je termine promis là-dessus. Pas de souci. L'étranger, il nous sert bien, comme en France, hein. D'ailleurs, en Hexagone, pour un certain nombre de choses. Nous bien contents qu'il y ait étranger pour certains bagages. On nous a arrêtés aussi à un moment donné. Donc, où est l'humanité dans tout ça? Où est cette approche humaine, tout simplement? Voilà, c'est pas un coup de gueule, hein, mais c'est juste que, comme avec des bébés, on a souvent des débats très animés, il m'aura compris. Quelqu'un veut prendre la parole avant et puis en même temps analyser la dissolution. Oui, alors on va parler de la dissolution parce que les européennes, malheureusement, c'est derrière nous. Donc voilà, on a consacré le temps qu'il faut aux européennes. Maintenant, on va parler de la dissolution, si vous voulez bien, et de l'Assemblée nationale parce que c'est l'Assemblée nationale qui va faire les lois. Mais Maître Taoumi, si c'est vous qui décidez, on veut bien. Voilà, si vous voulez bien. Parce que là, aujourd'hui, là, c'est ce qui arrive devant nous est très grave. Ce qui arrive devant nous est très grave parce que c'est la première fois qu'un président de la République, sur un scrutin européen, dissout l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une première. Et surtout que le parti RN et ses amis n'ont pas la majorité au Parlement européen. On n'a même pas le séisme au Parlement européen. Alors pourquoi il dissout l'Assemblée nationale et pourquoi il le fait aussi vite? Pourquoi cette précipitation aussi rapide en plein été, etc. D'abord parce que Macron a essayé de copier Chirac en 1997. Chirac en 1997, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'Assemblée nationale dans l'espoir que la gauche ne puisse pas se réunir assez rapidement. Mauvais coup de bol pour lui. Monsieur Jospin, en 48 heures, il avait réuni toute la gauche. Et il a pris Matignon pendant 5 ans. On a eu une cohabitation dans laquelle monsieur Chirac était finalement complètement dépouillé de tous ses pouvoirs. Et c'est ce qui va sans doute arriver là, mais sans doute avec un bémol. Je pense que il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée de juillet. Si le scrutin est maintenu, on en parlera tout à l'heure. Il n'y aura pas de majorité. Il n'y aura pas de majorité absolue parce que, d'abord, déjà, l'effet de rassemblement de la gauche va faire que la gauche va capitaliser. L'effondrement d'un certain nombre de partis comme LR qui va exploser en deux entre ceux qui vont rejoindre le RN et ceux qui vont rester. Mais il y aura des candidats de part et d'autre. Donc, on n'aura pas de majorité. Ça veut dire qu'on va avoir une France totalement ingouvernable. Fracturée. Et si on a une France totalement ingouvernable, que va faire M. Macron? Soit, effectivement, il va faire ce que faisaient les présidents de la République sous la 4e République. Il joue texte par texte, majorité par majorité pour pouvoir passer, mais nous allons payer le prix cher. Hein. La France et surtout les Outre-mer, parce qu'on est quand même énormément tributaire de la France. Soit il va démissionner, comme le dit un de ses auditeurs. Il va démissionner et il va refiler le bébé, mais un bébé qui va être extrêmement éclopé, fracassé ce bébé, à on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Donc il est probable qu'on ait un président de la République peut-être en septembre ou en octobre, sachant, et c'est une dernière précision que je veux apporter, que le prochain président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut qu'il observe un délai de 12 mois pour dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le prochain président de la République va subir la cohabitation que M. Macron aura provoquée. Autrement dit, il a joué pas au malin, il a joué sans doute à quelqu'un qui a paniqué trop vite et
et si vraiment il est malin, alors il est extrêmement malin, il joue des coups de poker à 5 coups que personne ne peut voir. Alors, est-ce qu'il veut faire d'autres mandats en s'écartant du pouvoir 1 ou 2 ans et revenir en 2027 pour pouvoir faire 2 autres mandats? Vous savez qu'il a déjà fait un premier quinquennat. Je pense à ça. Il a déjà fait un premier quinquennat. Aujourd'hui, le deuxième quinquennat, il ne le finit pas, donc il ne compte pas. Ouais. Donc il peut revenir et refaire 2 autres quinquennats. Et ça sera le président. Je vais être sincère avec vous, Olivier Taoumi. C'est ma première pensée. Voilà. Et ça sera le président qui aura fait la plus grande longévité en France, puisqu'il aura fait 17 ans, plus que De Gaulle, plus que Chirac, plus que Mitterrand. C'est peut-être ce coup-là qui joue. Mais là, on ne joue pas avec la France quand même. Là, il joue avec la France et, son parti va s'effondrer. Moi, j'ai des amis qui sont députés chez lui. Ils n'étaient même pas informés de la dissolution. Il n'était pas informé de la dissolution. Il n'a même pas eu le temps d'appeler le président du Conseil constitutionnel avant de dissoudre. Donc Fabius, il paraît que M. Fabius est dans une colère noire. Donc voilà, ce monsieur joue avec la France et il joue avec nos enfants et avec notre avenir. Qu'en pensez-vous, messieurs? Rudy, Sam? Alors, moi je suis très content d'entendre Olivier Taoumi évoquer éventuellement un renouvellement du mandat. Puisqu'on l'évoquait, j'ai dans l'émission de jeudi dernier. Absolument. Parce que certaines personnes trouvaient que vous allez chercher. Oui, et je disais que les gens, que c'était de la folie. Voilà, c'était de la folie. Et là, on est en fin de compte sur la stratégie de celui. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est un homme qui provoque une guerre suicide, sachant qu'il a peur de se suicider lui-même. Donc cette guerre suicide qu'il provoque là est volontaire. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il calcule ce que nous, comme il a dit Olivier Taoumi, ce que nous ne voyons pas. Et en réalité, je reste convaincu, donner au RN, ce mandat restant, pourquoi pas, pour qu'il puisse faire preuve de certaines choses, en sachant pertinemment que le RN a vendu du vent en 2022, qui a été la première défaite de Macron. Là, deuxième défaite de Macron, les européennes. Mais pourquoi je dis ça? Quand on va chercher le listing de la position du RN concernant la politique de la France, le gel du SMIC, ils ont voté pour maintenir le SMIC au lieu de le faire monter à 1500. La mise en place à nouveau de l'ISF par l'intermédiaire des propriétés, ils ont voté contre. Je peux en citer d'autres. Oui, il faut bien regarder dans les détails. Ils ont voté contre pour l'aspect social. Ils ont voté contre aussi amener ce qu'on appelle la politique de cohésion sociale sur le territoire de la France contre. Mais pourquoi ils sont obligés de voter contre? Parce qu'ils seraient à l'encontre de leur idéologie politique. La cantine gratuite, ils ont voté contre parce que pour eux, dans leur tête, la cantine gratuite est adressée qu'aux étrangers. Les Français ont les moyens de financer leur cantine. C'est cette mentalité d'idéologie. Alors c'est pour ça que je dis, méfions-nous, nous qui avons l'habitude pendant une période bien précise, janvier, février, d'avoir des masqués. Moi je dis qu'ils avancent masqués. Mais ne rentrons pas dans le jeu de Macron qui dit, ben voilà, je dissous, je voudrais que la France prenne leur responsabilité. Mais Macron, là, à l'heure d'aujourd'hui, il est en train de croiser du doigt sur ni ses pieds, ni ses mains, à se dire, moi je souhaite que le RN gagne. Parce qu'en réalité, il aura 2 opportunités. Celui qui sera victime, qui dira, ben écoutez, les Français ont choisi, je démissionne. Et là, par contre, il provoque une deuxième situation, une situation encore plus grave. Faire que les partis en place puissent se manger, entre eux pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et enfin, comme l'a dit Olivier Taoumi, je suis content de l'entendre dire, c'est une stratégie n'ayant pas pu changer la Constitution pour qu'ils puissent se renouveler un mandat. Et ça, c'est une stratégie qui est finement imaginée par lui en se disant, eh bien, pourquoi pas, je joue couteau double, en n'ayant qu'une garantie d'être réélu après. Voilà. Rudy Stephenson, qu'en pensez-vous, mon cher ami? Ce qui est sûr, c'est compliqué quand là il y a eu dissolution. Alors j'en profite pour répondre, j'ai promis, premier auditeur qui demandait, je crois, j'aurais dû noter, qui demandait, il va m'en vouloir. Désolé auditeur, j'oublie sa question, mais c'est le retour des législatives anticipées. Est-ce qu'il n'avait pas laissé les... Je sais plus la question. Il a posé la question. Il voulait essayer le RN. Il dit pourquoi avant il posait une question. C'était sur une question pour Rudy. J'avoue que je l'ai pas noté. Pour les députés, il demandait est-ce qu'il n'aurait pas été, judicieux à ce que ça soit c'était sa question. Enfin,
Bon, le contexte, en dehors du recours et tout, d'ailleurs le recours porte sur ça, c'est que on a un délai extrêmement court. C'est-à-dire qu'il il peut aller jusqu'à 40 jours, si vous voulez, pour réorganiser. Entre 20 et 40. Ou organiser, c'est entre 20 et 40, donc jusqu'à 40 jours. Bon, il n'a pas choisi cette option. Il a choisi l'option, pour le coup, la plus serrée. Et nous, on a une double peine, en Guyane. C'est que quand vous voulez faire une campagne, et encore, on a 2 circonscriptions un peu différentes en plus, il y a des contraintes qui sont très claires. Le fleuve, on va pas les routes, n'importe quoi. Oui. Bon, il y a les contraintes géographiques, c'est ok, et Ah, d'aménagement. d'accord, il y en a une autre. Mais bien sûr. Vous savez, quand vous allez en campagne, il vous faut un compte de campagne. Il faut ouvrir le compte bancaire. Donc, si vous n'avez pas la chance peut-être de tomber sur la banque qu'il faut, qui est capable ami de à la vous ouvrir un compte, peut-être sous 7 jours, ainsi de suite. Ensuite, il faut vous commander vos moyens de paiement. Vous voyez, ça c'est concret. C'est pas le tout, je vais y aller. C'est pas simple à faire. Et puis évidemment, il faut solliciter des dons, il faut mobiliser derrière après. Donc aller en campagne, voilà, c'est tout ça. Bon, évidemment, j'en parle par expérience. Donc, pour répondre, donc j'entends que des gens attendent qu'il y ait des réponses et tout. Moi, c'est pas mon cas, parce que, par expérience, je sais que c'est pas simple. On décide pas en 24 heures le temps d'une dissolution, même quand on est en place, attention, même quand on est en place, parce que c'est une campagne, c'est une nouvelle campagne, ça n'a rien à voir, on n'est pas dans la continuité de quoi que ce soit. Bon, premier élément de réponse, et puis une chose à dire, c'est que pareil, on voit que tout s'est arrêté. C'est-à-dire que tous les projets de textes, de lois, de commissions... Et ça, il le sait, Macron. Oui, tout est arrêté. On en parlait en préparant l'émission. La Nouvelle-Calédonie aussi. Oui, le texte sur la Nouvelle-Calédonie, le fameux dégel électoral est tombé. Il n'y a plus d'assemblée, tout s'arrête. Tous ces textes-là peuvent être représentés, mais il faut tout recommencer. À zéro. C'est ça le principe. Donc en fait, on est sur un système. Faut vraiment la dissolution, c'est comme disaient vous deux, messieurs. Oui, il y a un aspect stratégique, malgré tout. On sait très bien ce qu'on fait quand on fait ça. On redémarre, on remet vraiment tous les compteurs à zéro. Donc ça veut dire quoi aussi derrière? Il faut pouvoir, ceux qui s'intéressent un peu à ça, regarder. C'est pas très long à faire. Les derniers textes qui aurait pu poser problème à Emmanuel Macron à la rentrée. On y arrive là. Il faut jeter un œil, parce que, il y avait la fin de vie. Texte ô combien compliqué. Le dégel, n'oubliez pas, la revendication kanak, parce que c'est pas fini, on n'en parle pas. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Le budget 2025. Alors, pour finir ensuite sur le fameux budget. Mais il y a des textes comme ça, la réforme de l'économie, portée par Bruno Le Maire. Tous ces textes qui allaient arriver, réforme de l'économie, où on entendait déjà parler clairement d'austérité. Exactement. Vous voyez, il y avait des sujets politiques compliqués. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête du président pour prendre, et là je suis d'accord avec Olivier Taoumi, l'excuse en fait des européennes, parce que il était vraiment pas obligé, il n'y a rien qui l'obligeait de le faire, à ce moment précis et dans un temps aussi court, de reconvoquer le peuple à voter. Est-ce que ça serait machiavélique de ma part de penser que Emmanuel Macron voulait ces résultats-là pour faire exactement ce qu'il fait là aujourd'hui? Olivier Taoumi, vous vouliez prendre la parole? Oui, ces résultats étaient prévisibles d'abord parce qu'on le sait très bien. Les européennes, c'est un vote à la proportionnelle. Il ne faut pas l'oublier. Un vote à la proportionnelle favorise toujours les partis qui, le vote majoritaire à 2 tours favorise les rassemblements et les gens entre 2 tours réfléchissent, disent la première fois je me suis lâché, le premier tour, le deuxième tour, je vote constructif. Là, les gens se sont lâchés parce que les Français ne savent pas tous ce que c'est qu'un vote à la proportionnelle au premier tour, ce que c'est qu'un vote à 2 tours. Bon. Et ce résultat a été attendu, il est annoncé dans les sondages depuis 6 mois, ça fait 10 mois qu'on nous dit que le RN sera devant, donc c'était pas. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il dissolve l'Assemblée nationale, il aurait pu, à minima par
par courage politique, le dire avant les élections, dire aux Français, attention, si vous me donnez pas la majorité au Parlement européen, je vais dissoudre. Mais il aurait pu avoir encore plus de panache. Ce que le général de Gaulle a fait en 1969. Le général de Gaulle, en 1969, est battu sur un référendum, sur lequel il avait d'ailleurs raison sur le fond, parce qu'on est arrivé finalement à son référendum, et c'était un référendum sur les régionales. Il fallait instituer des régions en France pour pouvoir véritablement capillariser la France par le bas, et il fallait réformer le Sénat, qu'on n'a jamais pu faire, Sénat qui sert à rien, on le sait. De Gaulle avait raison dès 1969 pour le faire. Il est battu, qu'est-ce qu'il fait ? Il est rentré chez lui. Il est mort 1 an et demi après. Il est rentré chez lui. Alors, moi, je suis désolé. Là, quand on tue le lampiste de l'Assemblée nationale, il faudrait partir lui-même. Le soldat doit se tuer lui-même quand il perd. Il dit, ce que font les Japonais. Ça s'appelle harakiri. Voilà. Vous m'avez battu. Je m'en vais. Dans 3 mois, et là, on a l'intérim assuré par le président du Sénat, parce que la Constitution française est quand même bien faite. Et puis, dans 4 mois, dans 3 mois, on avait une vraie élection présidentielle. On repartait sur un nouveau truc, auquel d'ailleurs, élection présidentielle à laquelle il aurait pu à nouveau se présenter, puisqu'il n'avait pas fait le 2e mandat, le quinquennat jusqu'à son terme. Donc voilà. Et moi, je rejoins ce que dit Rudy. La dissolution, c'est une faille. C'est comme la faille de San Andreas. C'est une faille énorme. Il y a des gens qui sont passés de l'autre côté et des gens qui passeront pas de l'autre côté. Point. Et donc, clairement, il faut recommencer tout à zéro. Ce qui veut dire, et moi, je pense à l'évolution institutionnelle en Guyane. Le débat sur l'évolution institutionnelle en Guyane, il est mort. Il est complètement mort. Et parce que d'abord, déjà, il avait de grosses difficultés pour émerger. Mais là, il est complètement enterré, noyé. C'est fini. Alors, Olivier Taoumi, et ensuite les candidatures. Est-ce qu'Olivier peut me permettre de poser ça sur le débat? Je t'en prie, mon ami. Poser ça sur le débat. Tu parles d'évolution. C'est excellent. Quand on dit on va essayer autre chose, d'ailleurs, on a peut-être tort de se focaliser que sur le RN, oui, bien sûr, à mon avis. Bien sûr. Essayer autre chose que Macron. Allez. Que disent cette autre chose sur l'évolution statutaire? Ce qu'on sait, c'est qu'ils s'expriment, ces responsables politiques, au niveau hexagonal. Qu'est-ce qu'on a entendu au présidentiel? Pour le Rassemblement national, non. Le principe de l'autonomie étant déjà constitutionnel, il n'y a pas de nécessité d'évoluer. L'urgence, c'est de répondre aux urgences. C'est ce que dit, je résume l'idée. Donc, mais au moins c'est clair. Demain, ça a le mérite d'être clair. Si demain, voilà, il y a cohabitation ou je ne sais pas vers quoi on va aller. Si cette fameuse coalition des forces de gauche aussi prend forme, on a déjà aussi dans l'histoire de l'expérience avec des gouvernements de gauche sur la question institutionnelle. Et là, je suis d'accord aussi. Et la droite, n'en parlons pas. Bon, du coup, c'est ça qui doit présider, selon moi, à une campagne, aux idées qu'on veut véhiculer. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux gens? Il faut arrêter, en tout cas, selon moi, de vendre du n'importe quoi, de vendre des choses qui ne sont pas vraies, qui sont manipulées, voire manipulables. Sur l'évolution institutionnelle, c'est important, et là, je suis complètement d'accord, c'est important d'avoir une idée claire de ce que pourrait proposer demain, effectivement, tel ou tel ministre ou premier ministre et tout. Qu'il soit du RN, ok, parce qu'il faut aussi pouvoir fonctionner avec des personnes qui ont une idéologie, comme tu disais, pour le coup, qu'on va essayer, qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les limites. Et il y a les expériences municipales qui nous donnent quelques idées, mais on ne connaît pas vraiment les limites. C'est nouveau, ce serait nouveau en tout cas, si, dans un cas de figure comme celui-là. Et c'est valable maintenant si demain, vous savez, tout le monde parlait de ça, la peur d'avoir Mélenchon Premier ministre. Oui. C'est encore une peur d'ailleurs. Tout à fait. J'avoue que les questionnements sont compréhensibles. Oui. Mais le débat sur l'évolution institutionnelle est très très profond et il implique des heures et des heures de travail. Mais on ne peut pas avoir une évolution institutionnelle si on n'a pas les moyens pour financer cette évolution institutionnelle. Une évolution institutionnelle, c'est plusieurs milliards d'euros. Vous savez combien est l'IS en Guyane? Tout l'IS, c'est les impôts sur les sociétés de toutes les entreprises guyanaises, 71 millions d'euros. Si on prend même tout l'impôt sur les sociétés, on n'a même pas financé le 10e ou le 15e. Moi, je pense que pour financer l'évolution institutionnelle qui est nécessaire, il faut sortir de la loi Hulot. Il faut qu'on exploite notre pétrole. Parce que le Suriname le fait, le Guyana le fait, le Brésil est en train de le faire. Et pour sortir de la loi Hulot, moi, je l'ai dit à votre antenne, je n'ai pas besoin de l'évolution institutionnelle. Moi, je demande une adaptation législative par référendum des Guyanais et je sors de la loi Hulot. Que ce soit Macron, que ce soit
soit Le Pen ou que ce soit Mélenchon, je sors par la force de la loi Hulot. Voilà, mais ça demande un courage politique. Je l'ai dit à cette émission, à la même émission, bien sûr. il y a un an. Absolument. Je le redis. J'ai pas besoin de ça pour sortir de ce qui nous embête. Il nous faut de l'argent d'abord pour pouvoir financer l'évolution institutionnelle. Ce n'est pas en créant de nouveaux sénateurs, de nouveaux districts et de nouveaux fonctionnaires qu'on va pouvoir faire avancer ce pays. Prenons l'argent de là où il est. Et l'argent, il est dans nos côtes, là, juste là, il est dans le pétrole. Et on sort de là. Prenons la gestion de notre forêt. Virons l'ONF de la gestion de notre forêt. Notre forêt, c'est pas que le bois. Notre forêt, c'est de l'oxygène, beaucoup d'oxygène. Ça rapporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on prend là-dessus? Rien. C'est l'ONF qui prend ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Vous avez vu les problèmes qui sont créés récemment avec l'ONF. Juste non, mais pour dire. juste une seconde, Rudy. Ouais. Je finis, s'il te plaît, je finis. Pour pouvoir être en évolution institutionnelle, il faut être adulte financièrement. Pour être adulte financièrement, il faut qu'on ait nos propres ressources. Claire, par Olivier Taoumi. Une réponse, parce que là, on va passer aux candidatures législatives, Non, là, ouais. maintenant, en Guyane. Non, une remarque. Oui, remarque. Moi, je peux comprendre, j'entends, mais il faut les deux. Il faut les deux. Oui, Il faut avancer sur deux jambes. Il faut avancer sur deux jambes. Avec une corrélation, une Bien sûr. adaptation. nous sommes d'accord. Alors, tu sais, Gilles, Oui. j'ai presque envie de me taire et ne plus parler. Parce que Dis-moi quand j'entends pourquoi. Olivier Taoumi, Oui. enfin, quand dans tous les débats qu'on a eus, tu te souviens, on parlait de l'ONF. Je me rappelle. Reprendre justement dans le cadre de la compétence partagée, récupérer ce qu'il faut récupérer. Parce que je disais, allez, en attendant l'évolution statutaire, on fait quoi? On reste, on se tourne les doigts, on calcule. Alors, moi, j'irais beaucoup plus loin. Alors, la chance que nous avons eue, l'évolution statutaire, l'autonomie demandée, n'était pas encore dans les escarcelles de l'Assemblée. C'est une chance. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tout recommencer à zéro. Mais cette situation permet justement à ce que l'ensemble des élus du territoire réfléchissent. Et là, on va arriver sur les candidatures. Si tu permets, je fais la transition. Comme ça, Réfléchis sur quoi? Macron est venu en 24 heures, il a retourné Oui, mais attends, la moitié mais du pays. Macron, en 24 heures, il a retourné la situation du pays, mais à la différence, Non, mais on n'est franchement. jamais arrivé à la Non, mais nationale. je te taquine. C'est ça Ouais. qu'il faut reconnaître. Mm. Ce que je suis en train de dire, que ce qui est possible est encore possible. Tandis que les autres qui étaient déjà rentrés dans la sphère de l'Assemblée nationale, c'est terminé. C'est mort. On est obligé de tout recommencer. Nous avons l'argent de ne pas tout recommencer. Alors, c'est là qu'on verra la franchise des élus qui disent, allons, humanité, soutien, soyons cohérents dans ce que nous faisons. Alors, T'as pas vu déjà, là? non, mais attends, moi, je regarde même pas ce qu'ils disent. Ok. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons une élection législative, 2 députés sont en place. Que vont faire les partis politiques? Moi, je donne mon opinion en tant que chroniqueur. Vas-y vite. Rapidement, Ouais, l'idéal aurait parce été que- quoi? Mm. C'est simple. C'est un mandat de 2 ans qu'ils ont effectué. Personne ne peut effectuer un mandat de 2 ans. C'est très difficile. Par contre, l'idéal aurait été mon avis, de laisser les 2 députés en fonction Ouais. et surtout de dire à un qu'il faudrait qu'il change de cadre. Ah, carrément. Lorsqu'on est au niveau national, on ne peut pas être hors cadre en permanence. Et à un moment donné, il faut qu'on rentre dans les données pour qu'on soit vraiment unanime sur une démarche qui soit unanime. Parce qu'au niveau national, on sait pertinemment on va faire face à l'État. Et la question qui est la suivante, maintenant, si c'est le RN qui est Premier ministre, le fait qu'on est hors cadre et le fait qu'on ait des députés qui sont quasiment de l'autre côté, quelles seront leurs situations, leurs positions, leur posture face à ce Premier ministre? Mais c'est déjà le cas. Ils sont pas macronistes. Non, ils sont, Ceux qu'on avait ils sont là dans n'étaient pas l'opposition. pareils. Oui, Ils bien étaient sûr. dans Bien l'opposition. sûr. Sauf que J'ai une macronistes, question. les députés allaient rencontrer les ministres. Mais là, lorsqu'on sera RN, est-ce qu'ils auront le courage d'aller rencontrer les ministres? C'est encore un autre débat. Alors, Oui. une question, Oui, je parce que pense je que regarde l'heure. la fonction l'oblige. Je regarde l'heure. La fonction On l'oblige. a entendu ce que dit Olivier Taoumi, notamment sur la dissolution, sur les éventuelles législatives à refaire ici en Guyane, sur nos territoires d'outre-mer. Vous Elles le ne sont dites. pas éventuelles. Il y a un décret. Non, ce que je veux dire, C'est que la non, date. quand j'ai dit éventuel, que pour vous, Olivier Taoumi, le délai est trop court. On peut pas. Oui, alors, Donc moi j'ai une question. oui. Avant de répondre à celle-là, je regarde l'heure. Je suis obligé de faire ce tour-là parce que vous êtes ancré politiquement. Samuel, tu es candidat? Pourquoi je le serais? Je viens de donner une parole. Non mais je sais pourquoi. Alors, Je sais pourquoi je dis ça parce que il y a Victor Zami qui va faire un papier là-dessus. Oui. Mais Voilà. je vois Donc, pas, je non, n'y mais, étais pas en 2022. mais je vois pose pas la pourquoi question. Non, mais j'irai dans cette non, campagne. mais je pose la question. Quasiment. Samuel, je pose Oui. la question. Olivier Taoumi, vous êtes candidat? non, pas pour l'instant, je réfléchis encore. Ah, donc ma question n'est pas simple. Rudy, Non, pas candidat. voilà. Claire. Ah oui, très clairement, pas candidat. Ok, très bien. Voilà. Oh non, mais c'est bien, c'est important pour les auditeurs.
Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Olivier Taoui? Oui, moi, Rudy tout à l'heure, et je l'ai écrit dans une tribune que j'ai publiée dimanche dernier ou lundi dernier, une campagne électorale, le code électoral la prévoit, c'est 6 mois avant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ensuite, l'article 57 du code électoral dit qu'on doit déposer les candidatures le 4e vendredi précédent le jour de l'élection, etc., etc., etc. Bon, alors, là, je vais parler aux juristes. Le droit de dissolution permet, et ça a été jugé par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt Bernard, qui dit la dissolution permet au président de la République de déroger à tout le droit électoral, à tout le code électoral. Ça, c'est clair, c'est jugé. Mais par contre, il ne peut pas déroger à la Constitution. Ça a été jugé dans un arrêt Delmas de 1991. Que dit le Conseil constitutionnel? Il dit, à partir du moment où les actes préparatoires à l'élection, et le décret de convocation des électeurs est un acte préparatoire aux élections, doit respecter l'article 12 de la Constitution. Et que dit l'article 12 de la Constitution? Alinéa 2. Il dit qu'en cas de dissolution, le président de la République convoque les électeurs dans un délai minimum de 20 jours, maximum de 40 jours. D'accord? La dissolution n'est pas constatée par la parole du président sur TF1. Elle est constatée par un décret publié au journal officiel. Hier. Le journal officiel, il y a une loi du 5 novembre 1870, elle ne date pas d'hier. Elle dit le journal officiel entre en vigueur le lendemain de sa publication. Pourquoi? Parce que si le journal officiel arrive à 14h le 5 avril et que vous commettez une infraction le même jour à 10h et que cette infraction est réprimée par une loi qui est publiée, on ne peut pas vous condamner parce que vous l'avez fait 3 heures avant. Donc, voilà. Et ça, c'est écrit, c'est la loi, etc. Maintenant, je vous demande de faire le décompte avec moi, tout simple. Décret du 9 juin. Vous avez 20 secondes. Mais il me faut 5 secondes. Allez-y. Décret du 9 juin, publié le 10 juin, rentré en vigueur le 11 juin. Élection en Guyane le 29 juin. Ça fait combien de jours? 18 jours. Ça fait pas 20 jours. Et c'est une garantie minimale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.